Docteur Piernis, bonjour. Bonjour. Vous êtes endocrinologue, nutritionniste Oui, et vous êtes l'auteur du livre que je dévore en ce moment qui s'appelle Le nouveau régime IG longévité. tout à fait. Euh, Qu'est-ce que c'est que le IG Oui. dans Alors, la longévité? le IG, donc c'est l'index glycémique des aliments, c'est-à-dire ça correspond à la quantité d'insuline que l'organisme doit sécréter pour métaboliser, c'est-à-dire quelque part digérer correctement les aliments. Et on sait qu'il y a un lien entre la longévité et la qualité de l'alimentation. C'est une des théories du vieillissement, il y en a beaucoup d'autres, mais dans les théories du vieillissement interviennent et l'alimentation et l'équilibre hormonal dont on va parler tout à l'heure aussi. Dès les premières dès les premières lignes de votre livre, vous parlez des hormones, du métabolisme, du taux de cholestérol, Oui, c'est vraiment les premières lignes, oui. et du sucre dans le sang. Quel lien avec la longévité? Alors, le métabolisme, si vous voulez, ça correspond globalement à ce que l'organisme est capable de faire pour correctement utiliser les nutriments que l'on mange. D'accord? Donc à partir de là, si effectivement l'alimentation est correcte, mais le métabolisme ne l'est pas, c'est-à-dire l'usine, entre guillemets, organique de l'individu ne fonctionne pas correctement, on va diminuer son espérance de vie. De même qu'au niveau hormonal, on a effectivement une sécrétion, et on le sait, qui diminue de façon progressive pratiquement pour toutes les hormones à partir de l'âge de 25-30 ans. On est en crescendo jusqu'à 25-30 ans, puis en diminution progressive à partir de l'âge de 30 ans. Et une des théories concerne justement cette diminution des sécrétions hormonales qui altérerait là aussi la longévité. Donc ça fait partie, si vous voulez, des deux théories. Alors il y en a d'autres encore une fois, mais ça fait partie des deux théories sur la longévité de l'individu. Alors, une première remarque, si vous voulez, son métabolisme, on ne le maîtrise pas en totalité, parce qu'il y a une part génétique qui est extrêmement forte. Notamment, vous parlez du cholestérol, il y a une part familiale dans l'équilibre métabolique du cholestérol, mais on le maîtrise quand même en partie, puisque par l'alimentation, l'activité physique, l'hygiène de vie, on peut modifier son taux de cholestérol. Au plan hormonal aussi, l'autre remarque, c'est qu'effectivement, on peut avoir, si vous voulez, des sécrétions hormonales qui sont correctes, mais malheureusement, une activité hormonale au niveau des récepteurs qui l'est moins. Donc là aussi, il y a une part qui est une part génétique et une part qui appartient à notre mode de vie, puisque vous pouvez modifier votre taux hormonal en fonction de votre alimentation et vous pouvez modifier l'activité de vos hormones, notamment l'insuline dont on va parler tout à l'heure et qui rejoint le problème du sucre. On peut modifier son activité hormonale au niveau des récepteurs avec son hygiène de vie aussi. Donc tout est lié si vous voulez. On ne peut pas dire, et moi j'ai l'habitude de le dire aux patients, on ne peut pas dire que nous sommes une commode avec plein de tiroirs indépendants les uns des autres. On est un tout. Et donc chaque action entraîne une réaction. C'est les mécanismes cybernétiques de l'individu qui sont extrêmement importants dans les mécanismes de la longévité. Justement, parlant des mécanismes, vous expliquiez dans les livres qu'il y a trois mécanismes fondamentaux Hmm. du vieillissement. Qui sont-ils? Alors les mécanismes fondamentaux dont vous parlez, il y a l'oxydation, la glycation et l'inflammation. Alors l'oxydation, globalement, si vous voulez, c'est lié à l'oxygène. Et d'ailleurs, il y a des travaux très récents d'un Montpellierin dont j'ai perdu le nom, qui effectivement cultive des cellules souches avec un milieu pauvre en oxygène, justement pour ne pas altérer ces cellules souches. Donc plus vous allez apporter de l'oxygène en quantité importante, plus vous allez, comment on peut dire, favoriser les mécanismes d'oxydation. Et les mécanismes d'oxydation sont des facteurs, quand ils sont exagérés, qui altèrent la qualité des cellules. Et donc toute l'activité cellulaire
les transmissions cellulaires, etc. Donc ça, c'est le premier point. L'oxydation, oui. La glycation, c'est la réaction de Maillard, c'est-à-dire c'est en fait une espèce de caramélisation. C'est ce que vous faites quand vous faites du caramel à partir du sucre, vous le faites chauffer, et donc il y a des mécanismes de caramélisation qui se font par cette réaction de Maillard, et là on en est exactement la même chose, c'est-à-dire que plus vous allez avoir à disposition du sucre en excès au niveau de l'organisme et au niveau cellulaire, plus vous allez favoriser la glycation, en particulier la glycation de ce qu'on appelle les protéines, qui sont bien sûr des structures importantes de l'organisme, et plus les protéines sont caramélisées ou glyquées, c'est-à-dire ce qu'on mesure quand on mesure l'hémoglobine glyquée dont on parlera tout à l'heure, plus ces protéines sont glyquées et moins elles sont actives de façon correcte. D'accord ? Donc ça, c'est aussi un élément important. Quant à l'inflammation, c'est effectivement un état que l'on appelle micro-inflammatoire. Ce n'est pas l'inflammation globale de l'arthrite avec la douleur très importante du genou qui vous fait mal et vous empêche de marcher. C'est effectivement un état micro-inflammatoire que l'on peut mesurer par des prises de sang, dont on parlera aussi tout à l'heure. Et cet état micro-inflammatoire, là aussi, altère la fonction cellulaire, altère les fonctions cellulaires, les mécanismes de transmission au niveau cellulaire aussi, au niveau neurosynaptique. Et donc tout ça favorise malheureusement le vieillissement accéléré. Donc c'est des mécanismes très importants à combattre pour espérer vivre plus vieux, d'accord, mais surtout dans de meilleures conditions. Oui, parce qu'on sait qu'il y a, grosso modo, les 20 dernières années de vie, ils sont moins agréables que les précédentes. On parle aussi de la qualité du vieillissement. J'espère que vous vous trompez, parce que les 20 dernières années de vie, j'y suis. Donc, mais voilà. D'où l'intérêt d'apprendre oui. avec vous. Très souvent dans votre livre, je vois le mot plus particulièrement métabolisme qui revient. Oui. Métabolisme, trouble métabolique, syndrome métabolique, oui. Et vous dites que c'est un facteur numéro 1 du vieillissement, une véritable machine à vieillir. Tout à fait. Alors, le métabolisme d'une façon générale, c'est comment fonctionne votre organisme, d'accord ? Donc, comment fonctionne votre organisme, ça peut correspondre à plein de choses, bien entendu. Alors, pourquoi centrer les choses sur le métabolisme glucidique en particulier, le syndrome métabolique ? C'est parce qu'on s'est rendu compte effectivement que le syndrome métabolique, que l'on peut mesurer de façon très simple, on en parlera, est un facteur, si vous voulez, prédictif de la longévité. Alors globalement, le syndrome métabolique est défini par tout un tas de critères, mais ce que l'on peut retenir de façon extrêmement simple, c'est le tour de taille ou la ceinture abdominale. D'accord ? C'est-à-dire que si vous mesurez le tour de taille de quelqu'un qui n'est pas obèse, bien sûr, alors les critères d'obésité, là aussi, on sait très bien qu'on peut mesurer l'index de masse corporelle et que l'index de masse corporelle est corrélé lui aussi, si vous voulez, à la longévité. Mais chez quelqu'un qui n'a pas de problème d'obésité, on parle d'ailleurs pour certains d'obèse à poids normal, si le tour de taille est très élevé, supérieur à 102 cm chez l'homme et supérieur à 88 cm chez la femme, on sait qu'on a un syndrome métabolique. Est-ce que c'est universel, cette lecture-là? Elle est universelle ou elle s'adapte à la taille et à la corpulence de chacun? Elle est universelle et surtout admise par tout le monde. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez une ceinture abdominale qui est trop forte, ça veut dire que vous avez de la graisse viscérale. Cette graisse viscérale, c'est autre chose que la graisse périphérique. Une femme, par exemple, qui a une culotte de cheval, c'est de la graisse périphérique. Et donc, effectivement, cette graisse périphérique n'a aucun élément interférent avec la longévité. En revanche, la graisse viscérale est responsable de tous les troubles dont on peut parler, notamment ce dont on a parlé tout à l'heure, la micro-inflammation, notamment effectivement les modifications hormonales, notamment les modifications cardiovasculaires. Donc la graisse viscérale, c'est quoi C'est la graisse qui est à l'intérieur de l'organisme. Et comment on peut du coup la mesurer, savoir où elle est? Parce que vous dites par définition, elle n'est pas visible. Alors, donc comment est-ce que je peux savoir si je suis dans une zone trouble par rapport à la graisse viscérale? Parce que là, on revient au diagnostic, si vous voulez. Oui. Tout à fait. Alors justement, il y a plusieurs moyens, des moyens très sophistiqués, des moyens moins sophistiqués.
Commençons par l'accessible Alors, aujourd'hui. par l'accessible, c'est la mesure du tour de taille. Donc c'est Tout ici, dans simplement, les tours de tout à taille, fait. Au niveau de l'ombilic, d'accord, où on va mesurer, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, chez l'homme et chez la femme, les chiffres ne sont pas tout à fait les mêmes. 88 chez la femme, 102 chez l'homme. D'accord? Si on veut aller un petit peu plus loin, on peut mesurer son poids avec une balance à impédance métrie, qui va faire la part des choses entre masse maigre, masse grasse. est-ce qu'ils sont fiables, ces machines-là? Alors, personnellement, je ne leur accorde pas, j'allais dire, un blanc-seing total. Et je pense que c'est intéressant à utiliser, mais par exemple, une balance à impédance métrie ne va pas mesurer, si vous voulez, la graisse viscérale. Elle va mesurer le pourcentage de masse grasse par rapport au pourcentage de masse maigre, mais ne va pas donner la répartition. Si on veut aller plus loin, on peut faire des imageries, pardon, où on va là, cette fois, mesurer la graisse viscérale. Quelle imagerie on fait pour ça? Est-ce qu'il existe? On peut faire scan, on peut faire IRM. Bon, ça me semble, moi, démesuré, parce que le syndrome métabolique, ce qui nous intéresse, peut être défini par plusieurs autres choses, beaucoup plus faciles d'accès et qui permettent de savoir si on est ou non à risque. On a parlé du trou de taille, on peut mesurer le taux de sucre, on peut mesurer le taux d'insuline, et on va mesurer à ce moment-là, avec le rapport insuline-glucose qu'on appelle l'index HOMA, H-O-M-A, on va mesurer si on est à risque ou pas. On peut mesurer sa pression artérielle, on peut mesurer son taux de triglycérides. Et donc à partir de là, si vous voulez, vous savez si vous êtes dans la frange à risque d'avoir des problèmes cardiovasculaires et donc réduire la longévité, ou si vous n'êtes pas à risque. Il y a aussi, et on en a parlé, le caractère familial. C'est vrai qu'il y a des familles qui effectivement ont un risque cardiovasculaire plus élevé, probablement lié à des facteurs génétiques. Mais les facteurs génétiques, on ne les modifie pas, on modifie son mode de vie. Son mode de vie et éventuellement les médicaments. Oui. Ensuite, dans les syndromes métaboliques, vous parlez également donc, des HTA et des accidents cardiovasculaires. Ça fait partie de la même famille? Oui, ça fait partie de la même famille. C'est-à-dire qu'il faut imaginer un syndrome métabolique comme une espèce d'iceberg avec un tronc commun et plusieurs, on va dire, facteurs secondaires ou événements secondaires qui peuvent survenir. Le tronc commun, c'est l'hyperinsulinisme et l'insulinorésistance. En clair, l'activité de l'insuline ne se fait pas bien, c'est l'insulinorésistance. Et par conséquence, tant que vous n'êtes pas diabétique, bien entendu, l'organisme, le pancréas, sécrète plus d'insuline et donc effectivement va augmenter la sécrétion d'insuline et toutes les conséquences que ça peut avoir. Les conséquences que vous avez citées, donc hypertriglycéridémie, risque de diabète, hypertension artérielle, risque accru d'accident vasculaire cérébral. Donc c'est le même mécanisme qui au départ effectivement est centré sur les mécanismes de l'hyperinsulinisme et de l'insulinorésistance. C'est ce sur quoi il faut lutter.